En ce qui me concerne, quand j'ai débuté dans ce métier, à l'âge de 16 ans, la première chose que Jacques Colombier, qui était chef décorateur des établissements Pathé Nathan à Joinville et à Francoeur, m'a demandé de relever tous les éléments de décor qui étaient stockés. Ce qui m'a pris 3 mois. Pendant 3 mois, avec 2 machinistes et le chef qui était responsable du stock des décors, qui était énorme, j'ai relevé ces éléments de décor. C'était des boiseries, c'était des portes, des fenêtres, c'était des cheminées, c'était toutes sortes d'éléments de décor qui concouraient à faire des décors sur les plateaux. Ça m'a demandé beaucoup de temps et ça a donné lieu à 2 cahiers de cette taille-là avec tous les éléments dessinés et cotés, avec toutes les cotes, la profondeur, la hauteur et la largeur. Ça a été un bon exercice parce qu'ainsi j'ai connu totalement les 2 énormes halls où il y avait des décors entassés depuis 50 ans. Renoir, lorsqu'il a fait la règle du jeu, avait en principe comme décorateur Eugène Lourier. Mais Lourier, qui était israélite, a dit, tu sais, je vais te laisser tomber parce que je ne tiens pas à rester ici. La guerre est proche, Hitler n'est pas loin et j'aime mieux partir. Ainsi que Renoir, qui lui avait des antécédents avec le Parti communiste et il tenait aussi à échapper à ce que les nazis auraient pu lui faire. Donc Renoir et Lourier sont partis, je suis resté seul. Et avant qu'il s'en aille, Renoir a voulu terminer la règle du jeu. Et c'était vraiment un très gros boulot, j'irais même un tour de force parce qu'à l'époque, considérant les bruits de bottes qui venaient de l'Est, eh bien, que les gens ne soient pas tous planqués dans la France ou ailleurs, c'était déjà un haut fait de résistance et c'est ainsi que les choses ont commencé. Il y a eu très peu de scènes d'extérieur en dehors des scènes de chasse et la serre qu'on a construite d'abord en extérieur et ensuite en studio. En studio, toutes les scènes importantes de la serre ont été faites en studio. Mais pour l'extérieur de la serre et 2 ou 3 entrées ou sorties, c'était évidemment sur place que nous avions amené cette serre qui était un décor. On a reconstitué en studio l'extérieur de la terrasse du château de la Ferté-Saint-Aubin et tous les intérieurs sont évidemment en studio. C'est un décor qui a été fait selon le scénario, ce qui n'avait rien à voir avec la réalité du château de la Ferté-Saint-Aubin. C'était tout à fait autre chose, parce qu'il fallait avoir d'abord un escalier important qui joue beaucoup, ensuite des couloirs avec des pièces qui donnaient dans le couloir, là où il y a le petit ballet qui a été organisé par Svoboda, de tous ces zigotos qui dansaient sur l'air. Alors tout ça était organisé pour pouvoir tourner facilement sans qu'on perde de temps pour installer les caméras et tourner. Donc il y avait énormément de parties mobiles qui étaient soit sur chariot ou à charnière afin de dégager, de mettre la caméra ou les projecteurs pour pouvoir travailler confortablement. Les maquettes construites en volume ne servent à rien. Tous les réalisateurs qui regardent une maquette en volume disent « Ah oui, c'est pas mal là, ah oui, ça c'est bien ». Alors souvent même ils prennent un viseur spécial et ils regardent et quand ils arrivent sur le décor construit, ils ne reconnaissent plus rien. Car c'est un métier et ils ne sont pas entraînés à ce genre d'exercice, voir une petite maquette comme ça qui représente un décor, et quand on est dans le décor, ces messieurs sont totalement aveuglés, ils ne comprennent rien.
C'est systématique et très rare. Renoir était de cela, parce que Renoir avait beaucoup de talent et il avait dessiné aussi, Renoir. Donc il comprenait un plan, une élévation. Lui, il ne demandait pas qu'on lui fasse des images, rien que le plan et les élévations lui étaient nécessaires et pas plus, c'était pas la peine. Les opérateurs avaient beaucoup de mal à imaginer la qualité d'un miroir et ce qu'il pouvait refléter. On avait beau expliquer à ces messieurs qu'il suffisait de le bouger un peu, pour eux c'était du latin. Ils n'avaient pas compris qu'un miroir, quand on le bouge de quelques degrés, reflète autre chose que ce qui les gêne. Alors à chaque fois on disait oui mon vieux, t'en fais pas. Alors ça, vous savez, c'est une question de métier. Un vieil opérateur qui a travaillé pendant 20 ans comprend cela. Mais un jeune opérateur qui arrive dans le métier ne comprend absolument pas ça. Il n'a pas le réflexe de la réflexion, si je peux dire, dans la tête. Toutes les découvertes que vous voyez dans les films, et ce depuis 1933 à peu près, au moment où on a pu faire des agrandissements photographiques suffisants pour les mettre derrière les fenêtres. Au lieu de peindre les extérieurs qu'on voyait par les fenêtres, ce qu'on faisait jadis, on a commencé à mettre des agrandissements photographiques. Ce qui avait aussi un inconvénient parce qu'il fallait, sur ces agrandissements, souvent repeindre pour qu'on ne soit pas dans les gris, mais qu'on ait des tons de couleurs. Et c'était assez long à faire. Autrement, il y avait dans les ateliers des studios des grands ateliers avec des grandes toiles et qui faisaient souvent 15 mètres sur 8 et sur lesquels les peintres décorateurs dessinaient ce qu'il devait y avoir derrière les fenêtres, soit des maisons, soit des parcs, soit des jardins, etc., y compris la Tour Eiffel. Voilà. Un des hommes qui possédait rue Jacob le plus de boîtes à musique, puisque même sa collection est aujourd'hui à Neuilly, c'est devenu un musée de la boîte à musique. Et il y a toutes sortes de boîtes à musique. Je connaissais toutes les boîtes à musique qu'il y avait chez ce garçon. Et évidemment, on utilise tout ce qui peut être amusant et qui peut attirer l'attention dans un film. Et quand on a une boîte à musique d'un petit fumeur et en même temps on entend une musique, c'est évidemment plus amusant que d'entendre simplement une petite boîte à musique. Alors il y a des boîtes à musique de toute espèce. Leur valeur va de, disons aujourd'hui, de 500 € à 50 000 €, suivant la qualité et la complexité d'une boîte à musique. Le limonaire est un vrai limonaire qui appartenait à un homme qui possédait des manèges. Et on a amené le limonaire au studio. Il marchait bien. On l'a fait réparer parce qu'il y avait dans les cartons, vous savez, ce sont des cartons perforés qui font marcher des petites griffes qui débouchent des anches et qui laissent passer l'air. Alors parfois, il y en a qui sont abîmés. On en a réparé 2 pour pouvoir passer la musique en bon état de ce grand limonaire que nous avions dans le film. Il n'y a pas de difficulté quand on a affaire à des professionnels. Nos machinistes, nos menuisiers, nos staffeurs et nos mécaniciens connaissaient leur métier et c'était merveilleux de travailler avec ces équipes-là. On faisait ce qu'on voulait, comme on voulait, le plus vite possible, mais parce qu'on avait des gens de métier, des professionnels.